Bienvenue sur la chaîne Liberty UA. Aujourd'hui, nous sommes en ligne avec Léon Weinstein, auteur. Bonjour à vous, Léon. Bonjour, s'il vous plaît. Abonnez-vous à la chaîne de Léon, abonnez-vous à la chaîne Liberty UA. Et nous allons parler de ce dont on parle à la télévision américaine. J'ai vu que Stephen Chang est intervenu à l'antenne et il dit qu'il y a une corruption terrible en Ukraine. Ils sont indignés, pour le dire gentiment, et disent qu'ils ne vont plus gaspiller d'argent pour un régime corrompu. Il est prouvé que c'est un régime corrompu. Alors, ils ne vont plus nous aider financièrement. Qu'est-ce que cela veut dire? Maintenant, on sait que l'Amérique n'aide pas financièrement. Vont-ils aussi arrêter de nous donner autre chose? Ou est-ce qu'il s'agit de poser un ultimatum à Zelensky? Ou bien faut-il maintenant accepter les conditions telles qu'elles sont? Ou bien est-ce que nous allons refuser de donner quelque chose? Et pourquoi les Américains sont-ils indignés maintenant? Est-ce que ce service de sécurité ne savait pas auparavant qu'il y avait de la corruption en Ukraine et l'argent que donnent les Américains? Ils vont parfois, pour ainsi dire, enfumer. Cela était inconnu auparavant, et ce n'est que maintenant que cela est devenu connu. Non, bien sûr, cela était connu, et bien sûr, ce qu'on appelle les cercles restreints le savaient très bien. De plus, il y a eu des publications dans le Wall Street Journal, ce qui signifie que la communauté des affaires le lit et en discute. Il existe aussi de nombreuses publications secondaires sur ce sujet. Le New York Times en a parlé, etc. Mais il y a aussi des gens comme Chang, qui est probablement l'un de nos plus grands spécialistes de la Chine, n'est-ce pas? Je ne sais pas pour ainsi dire, il a l'air absolument européen, mais le nom de famille Chang montre qu'il a certains liens avec la Chine ou l'Asie. Et en effet, il a écrit beaucoup de livres, il est conseiller du président et du Congrès à ce sujet. Et même s'il n'est pas un représentant officiel, il est bien sûr, d'une certaine manière, le porte-parole du Washington officiel. Eh bien, cela signifie simplement que certaines décisions ont été prises, et ces décisions sont maintenant annoncées dans les médias afin de recréer, comme on dit, une certaine atmosphère, n'est-ce pas? C'est-à-dire ramener certaines choses que les gens savaient déjà et les recentrer à nouveau là-dessus. Mais pourquoi maintenant, à cet instant précis ? Honnêtement, je ne sais pas pourquoi précisément en ce moment, parce que, il est difficile de comprendre des plans complexes et à multiples facettes, au tout début. Ensuite, tu commences à te dire « Ah, voilà pourquoi quelque chose a été fait là-bas, n'est-ce pas ?» Mais bien sûr, étant donné que, il y a eu ce voyage rencontre avec Xi en Chine, en octobre, il y aura une deuxième rencontre avec Xi chez nous, puis il y aura une troisième et une quatrième. D'ici la fin de l'année, mais ce ne seront plus des rencontres spéciales, plutôt lors de différents sommets. Néanmoins, elles sont déjà prévues et, en quelque sorte, le calendrier de leurs rencontres est établi. De plus, je voudrais dire que, cela me paraît très étrange, mais un grand nombre de journaux, de magazines, de médias ont écrit qu'il ne s'était rien passé là-bas, que Xi avait gagné, que Trump avait gagné, que l'un ou l'autre avait gagné, n'est-ce pas? À mon avis, il s'est produit en quelque sorte une deuxième Yalta, ou plutôt, ce n'est pas encore arrivé, mais c'est en train de se produire. Et la deuxième chose qui s'est produite, c'est que Trump a lancé la campagne électorale, pas pour lui-même, mais pour son parti. En novembre, nous aurons, comme beaucoup, je pense que tout le monde le sait déjà, il me semble, oui, ce que nous allons avoir. Nous attendons en Ukraine car la guerre devrait être terminée. Désolé de vous avoir interrompu, mais nous attendons. Mais elle doit, mais ne se terminera pas, je le crains. Donc, un événement très sérieux, d'ailleurs très sérieux, aura une grande influence sur la fin de la guerre, c'est l'événement d'hier, ou peut-être d'avant-hier déjà, à savoir l'attaque de 500 drones loin à l'intérieur de la Russie. Et surtout, il y a eu deux explosions assez sérieuses, à Moscou même, je crois, à Sheremetyevo et à Pered, quelque part d'assez central. À Moscou, devant l'entrée d'une entreprise, quelque part près d'une entreprise. Je n'arrive pas à me rappeler laquelle exactement. C'est une sorte d'entreprise de défense, mais pour ainsi dire, ce n'est pas important laquelle pour le moment. Ce qui est important, c'est qu'aussitôt que cela s'est produit, les photos et vidéos des conséquences ont immédiatement fait le tour de toute la Russie. Là-bas, Instagram montrait, pour ainsi dire, des millions de vues. Et les Russes, peut-être pour la première fois hier, ont découvert qu'ils étaient vulnérables. Et de cette guerre qui se passe quelque part là-bas, on pouvait dire « Oh, ça fait longtemps qu'on vole là-bas, oh, c'est loin ». Mais non, voilà, c'est là. Vous savez, parfois il y a cette goutte qui fait déborder le vase, et voilà, ça commence à se répandre.
ou bien la paille qui casse le dos du chameau, et là, il commence à fléchir. Avant cela, il ne fléchissait pas, ou alors sa bosse s'est cassée. Donc hier, il semble que c'était justement cette goutte. Quant au moins, si ce n'est pas encore le gouvernement, alors les habitants de Moscou, de la Russie et d'autres endroits, principalement des grandes villes, ont commencé à se dire à eux-mêmes « Un instant, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que cela peut aussi nous atteindre ? Vraiment ?» Et cela commence soudainement à faire évoluer les mentalités. Et envers la guerre, comme envers quelque chose qui se passe là-bas, ce ne sont pas mes enfants, en gros, ce n'est pas mon argent, mais l'argent provenant de la vente. Ils comprennent tous que l'argent provenant de la vente du pétrole ne leur parviendra jamais, jamais de leur vie. C'est pourquoi ils ne considèrent pas cela comme leur argent. Pas mes enfants, pas mon argent, pas ma maison. Comme on dit, ce n'est pas mon problème. Chaque soir, je vais là-bas, je promène le chien, et 2 fois par semaine, je vais au café et personne ne m'en empêche. Je réfléchis, je prends une cigarette et je pense aux Ukrainiens. Tant pis pour eux, ils n'avaient qu'à ne pas être fascistes, ou quelque chose du genre. Oui, soudain je m'en mêle, assis au café, et cette bombe pourrait tomber là. Voilà, ces salauds d'Ukrainiens. Salaud d'Ukrainiens, salaud, eh bien ça pourrait me toucher, et là c'est vraiment quelque chose de sérieux qui s'est passé. Ah, eh bien je dirais qu'une autre chose sérieuse s'est produite, pratiquement au même moment, à quelques heures d'intervalle. Les Iraniens ont envoyé 3 drones vers le réacteur nucléaire, et 2 d'entre eux ont été abattus. Le 3e est arrivé sans atteindre le centre ni le réacteur, mais il a touché une partie de l'alimentation électrique ou quelque chose de similaire. Et il a aussi touché ce réacteur, c'est-à-dire à 200, 300, je ne sais pas, 500 mètres du réacteur, donc vraiment tout près. Ce qui a immédiatement changé une autre chose. Dans le monde, il y avait un tabou contre le fait de tirer sur les réacteurs nucléaires. Même quand, disons, Poutine a bombardé la centrale de Zaporijia, la centrale nucléaire de Zaporijia, il ne bombardait quand même pas les réacteurs, il visait quand même ailleurs. Nous avons prouvé notre capacité et notre volonté, mais eux n'ont jamais franchi cette limite. Ce n'est pas pour blanchir Poutine, c'était juste un tabou mondial. Ainsi ceux qui restent assis, pour ainsi dire, dans les sous-sols ou grottes. Les Iraniens qui disent, pour ainsi dire, qu'on va nous massacrer. Et pour ne pas être massacrés, nous ferons tout ce qu'il faut pour survivre. Ou, pour ainsi dire, là-bas, si nous devons mourir, que les autres meurent aussi, ils ont en quelque sorte montré qu'ils étaient en prêt. Ah, d'accord. Alors nous ferons exploser votre monde si votre monde veut nous faire exploser. C'est-à-dire, il y a eu 2 événements sérieux, qui bien sûr auront une influence sur la suite, la fin, le développement de ces guerres. Et 3e, comme je l'ai déjà dit, à mon avis, il y a eu un accord entre la Chine et l'Amérique sur la non-partition du monde. Comme à Yalta, cette moitié pour vous, l'autre pour nous. La situation est différente aujourd'hui. Mais il y a eu une compréhension entre ces 2 pays que tirer la couverture à soi, faire une nouvelle Yalta ou montrer qui a la plus longue, quelque chose comme ça n'a plus de sens. Ça, disons, ça ne marche pas parce que c'est pire pour les uns comme pour les autres. Il faut résoudre ce problème autrement. La Chine, en gros, propose de diviser le monde en 2 parties. Encore une fois, je ne sais pas comment, je ne sais pas où, mais en quelque sorte, disons, 2 sphères d'influence. L'Amérique sont avec l'ancienne doctrine Monroe, genre maintenant Don Ross là parce que c'est une doctrine remaniée, et Monroe propose, disons, de délimiter des régions, et dans chaque région il y aura un surveillant, parce que surveillance. Et la première action a déjà eu lieu, du moins de notre part. Hier, avant-hier et hier, nous avons éliminé, enlevé 2 et tué le 3e parmi les plus grands organisateurs d'actes terroristes dans le monde entier, qui étaient tous dans la région près de l'Afrique, puis ils ont annoncé que nous, pratiquement, si l'URSS quitte l'Afrique. Nous ne l'avons pas formulé ainsi, mais avons exprimé notre contrariété. Nous formons donc le commandement africain de l'armée américaine et le transférons en Europe. Eh bien, c'est-à-dire, et depuis l'Europe, nous avons déjà dit que nous allons en retirer la moitié. Autrement dit, nous avons commencé à réduire, disons, notre influence sur le monde à travers notre présence. Et je pense que c'est ce qui a été promis et dit à la Chine en réponse à autre chose, dont nous ne savons pas encore la nature. Mais ces 3 événements dont j'ai parlé sont déterminants. Et ce week-end qui vient de passer, sans que le monde ne s'en rende compte, est peut-être un tournant, un point de bascule vers quelque chose, mais vers quoi nous ne le savons pas encore.
Vous vous souvenez, vous disiez auparavant que le monde serait divisé entre les Russes, que Poutine influencerait une partie du monde, l'Amérique une autre et la Chine une troisième. Maintenant, vous dites qu'il n'y a plus que deux positions influentes, la Chine et l'Amérique. Poutine n'en fait plus partie. Merci. Je voudrais corriger ce que j'ai dit à l'époque, et ce que je viens de dire n'était peut-être pas très clair non plus. À l'époque comme maintenant, je parlais de la même chose. Ce qu'on appelle le concept ou la doctrine de Donald Trump, que nous appelions à l'origine la doctrine du président Monroe il y a 100 ans, et que Trump a retravaillé et appelle en plaisantant la doctrine de Don Donald, Donald Roe, Don Roe. En quoi consiste-t-elle ? Donc, sous l'Union soviétique, il y avait deux pôles d'influence et ils s'affrontaient entre eux. On pouvait prêter allégeance à l'un ou à l'autre, ou bien crier qu'on était neutre, mais en gros, c'était un combat entre deux géants, disons-le ainsi. Après l'effondrement de l'Union soviétique, divers événements ont suivi, puis la Chine est apparue. Et maintenant, économiquement et militairement, la Chine est numéro 2 et veut vraiment devenir légale. Je ne sais pas si elle réussira à devenir numéro 1, mais au moins légale. Et elle propose le même schéma. Faisons sans guerre, comme entre l'Union soviétique et l'Amérique, mais partageons, comme on dit, le monde. Vous n'interviendrez pas dans nos affaires, nous n'interviendrons pas dans les vôtres, et ainsi de suite. Et Trump disait et dit la chose suivante. Il dit non, il ne faut pas, parce que à la frontière entre le vôtre et le nôtre, des guerres commencent immédiatement, parce que, disons, les petits et tous les autres essaient dès maintenant de nous monter les uns contre les autres pour en tirer profit. Faisons autrement, définissons les choses. Il y a 5, 6, 10 régions dans le monde, chacune avec quelqu'un pour s'en occuper. Eh bien, que ce soit un grand État, comme la Chine, l'Amérique, la Russie, ou que ce soit un groupe de plus petits. Probablement, au Moyen-Orient, on propose l'Arabie Saoudite, Israël et, si nous réussissons, pour ainsi dire, à broyer et à vaincre l'Iran, alors un nouvel Iran. Si nous n'y parvenons pas, alors, pour ainsi dire, sans nouvel Iran. De l'Iran, mais il y a suffisamment d'autres États sunnites qui entreront dans ce, disons, comité pour calmer les serpents. Oui. Le monde sera donc divisé en morceaux, certains plus grands, d'autres plus petits, de façon naturelle ou non, peu importe. Mais dans chaque région, il y aura quelqu'un qui sera responsable de s'assurer qu'aucun idiot ne fasse exploser une bombe atomique, ne vole une arme biologique et ne la répande dans un lac ou ne fasse quelque chose de ce genre. Parce que nos sciences physiques ont mené au fait que nous pouvons appuyer sur un bouton et tuer le monde entier ou la moitié du monde. Alors qu'il y a 300 ans, tu pouvais prendre une épée et partir te battre. Et combien c'est intéressant, même si tu es un très bon épéiste, combien peux-tu tuer 10 ? Après, il faut se reposer, il faut dormir, il faut manger. Tu appuies sur un bouton et 4 millions de personnes vont en enfer. Oui, il y avait ce genre de blague en Union soviétique. Quand donc un officier fait irruption dans un abri souterrain et demande qui a appuyé sur le bouton rouge. Le sergent se lève et dit « Camarade-major, j'ai appuyé dessus par accident avec mon coude. Bon, tant pis pour la Yougoslavie ou la Hollande, ce n'est pas important, tant pis après tout. N'est-ce pas ? Une blague reste une blague, mais dans chaque blague, il n'y a qu'une part de blague. On peut appuyer sur un bouton et la Hollande partirait en enfer. Les sciences sociales chez nous n'ont pas évolué. Tu m'as offensé, je prends une grosse pierre et te frappe sur la tête. Donc, au niveau de Caïn et Abel, c'est ça ? Rien n'a changé, enfin seulement la pierre a changé. Mais ça, non. Nous ne savons pas résoudre nos problèmes. Donc, chaque minute où nous ne résolvons pas nos problèmes, et chaque minute où nous développons de plus en plus la capacité de nous entretuer rapidement et sans douleur. Et comme on dit entre la poire et le fromage, oui, on appuie sur un bouton et on retourne boire sa compote. Donc, tant que cela existe, nous allons nous détruire physiquement les uns les autres. Nous finirons par nous détruire. Et ce n'est même pas parce que quelqu'un le veut. Il est clair que les mollahs iraniens sont des gens comme tout le monde. 4000 enfants de mollahs iraniens, filles, fils, petits-enfants, vivent chez nous, en Amérique. Ils se déshabillent, se baladent à moitié nus sur la plage et publient sur Instagram des choses qui nous font rougir, vu tout ce qu'ils savent. Et chez eux, pour une mèche de cheveux qui dépasse, leurs pères, leurs oncles, leurs grands-mères, leurs grands-pères tuent à coups de pierre, battent à mort des malheureux simplement parce que leur jupe est un peu plus haute que la cheville, n'est-ce pas ? Voilà. Et en même temps, sa fille montre ici, excusez-moi, à quel point on lui a bien rasé tout ce qu'il fallait raser pour pouvoir se promener nu.
C'est en même temps. Et papa lui écrit des bisous bisous. Ce même papa qui a ordonné d'exécuter 42 000 personnes parce qu'elles ont osé faire quelque chose, n'est-ce pas? Autrement dit, ce sont des gens comme tous les autres. Mais ils ont simplement choisi une méthode, et il se trouve que, historiquement, c'est leur façon d'obtenir de l'argent, de la gloire, et ainsi de suite. Tout ce qu'ils veulent. Mais en même temps, sur la base, disons, aujourd'hui idéologique musulmane, parce que les autres religions ont déjà traversé cette période, alors que, pas encore, elle produit des fanatiques. Et tu peux te retrouver par hasard quelque part là-haut, et là se trouve un fanatique qui possède un demi-kilo ou 3 grammes de quelque chose avec quoi il peut empoisonner 1,5 million de personnes. Et c'est justement ce que nous ne voulons pas. Donc tout ce qui se passe en ce moment, ça se passe, nous ne pouvons pas, nous ne voulons pas, nous n'avons plus d'argent pour ce désir, pour cet appétit. On ne peut pas parcourir le monde et stopper chaque histoire stupide comme ça, non ? Nous avons beaucoup voyagé dans le monde, ce qui nous vaut une mauvaise réputation. Agressif, horrible, mauvais, etc. Pourtant, nous n'avons jamais abandonné un objectif et avons beaucoup conquis, sans rien laisser de côté. Le Canada aurait pu être conquis, mais ne l'a pas été. Le Mexique. Et Cuba, maintenant, disons, on va probablement chasser ceux qui sont là-bas. Enfin, on va s'arranger, très probablement. Là-bas, Castro, le jeune Castro, le petit-fils de Raúl Castro, Raúlito. Donc là-bas, Vovchik, si on parle comme nous, ce n'est pas Vladimir, mais Vovchik. Donc il est en train de négocier avec la CIA, avec les nôtres, et ils vont s'entendre pour qu'on les laisse tranquilles, et en échange, comme on dit, ils ouvriront Cuba. Que ce soit dans 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, peu importe. Nous faisons le ménage autour de nous, nous nous débarrassons de 2 types de personnes. Nous n'aimons vraiment pas les trafiquants de drogue, et nous n'aimons vraiment pas les communistes. Voilà, et pour tout le reste, c'est votre affaire, la façon dont vous vivez. Voilà, débarrassez-vous des communistes et des trafiquants de drogue, et nous serons amis avec vous. Et puis, oui, nous survolerons, nous vous surveillerons pour que vous ne fabriquiez pas de drones avec une quelconque charge atomique, d'accord ? Voilà, et tout le reste sera partagé, divisé en 8, en 10, en 20, enfin pour 20 ans en 10 morceaux, et là-bas il y aura son propre chef. Eh bien sûr, ensuite, disons, les problèmes commenceront déjà là-bas, mais au moins pour un certain temps, nous avons inventé ce concept pour calmer tout le monde. Dans 20 ans, il y aura de nouveaux problèmes, mais au moins, pour 20 ans, nous aurons calmé la situation. Voilà à peu près la situation dans le monde, telle que je la vois. Je me souviens que vous disiez que l'Ukraine tombait sous l'influence de la Russie. Très probablement, oui. Mais voyez-vous, qu'est-ce que l'influence ? Parce qu'on peut faire peur avec ça ou non. Je me souviens, il y a 56 ans, quand je parlais avec des Ukrainiens, et j'essayais de comprendre. Pas parce que je voulais son quelque chose. Oui, pour ainsi dire, oui, je n'aime pas Poutine, je n'aime pas le poutinisme et tout ça, mais à cette époque, je considérais encore que l'Ukraine était une lumière dans, disons, un royaume sombre, oui. Et donc, quand je demandais aux Ukrainiens, dites-moi, quel est, selon vous, l'aspect négatif du système fédéral en Ukraine ? On me parlait comme si j'étais un ennemi du peuple. Et tout ce que la Russie voulait à l'époque, c'était que l'Ukraine adopte une nouvelle constitution. Elle n'a pas le droit d'intervenir, elle ne l'a pas. Mais après, dites-moi, l'Ukraine ne l'a pas fait, 1 million de personnes sont mortes, n'est-ce pas ? Elle n'avait pas le droit, elle ne l'avait pas. Ah, ce sont des salauds, mais 1 million de personnes sont mortes. Pourquoi 1 million de personnes sont-elles mortes ? Je vais vous expliquer maintenant. Parce que la Russie disait, divisez-vous en, disons, 10, 18, 20, peu importe combien de régions, il y aura 34 régions évidemment sous notre influence, elles sont russophones et ainsi de suite. Nous n'avons pas l'intention d'entrer nulle part, nous n'avons pas l'intention de conquérir qui que ce soit, nous ne le ferons pas. Tous, il ne disait pas cela avec ces mots. Et tout ce que nous voulons, c'est que toute décision concernant la guerre soit prise conformément à votre constitution. Là-bas, par les 3/4 de vos régions, oui, je ne sais pas, quelque chose comme ça, par les 3/4 de votre assemblée ou la Rada ou quelque chose comme ça. Et vous n'aurez pas encore les 3/4. Dans 10 ou 15 ans, tout peut changer, mais pour le moment, vous ne les aurez pas. Voilà parce que l'Ukraine n'a pas accepté cela. Oui, nous sommes un État souverain, et voilà le résultat, 1 million de morts. Donc vous ne voulez pas faire ainsi, faisons différemment. Je vais maintenant vous dire quelque chose de vraiment terrible. Donc Adolf Hitler, Adolf, une personne que nous considérons tous, pour ainsi dire, comme un démon, n'avait en fait pas du tout l'intention de tuer des juifs, je suis juif, de tuer des juifs. Donc il faisait autre chose.
Ils devaient trouver d'où prendre des cadeaux pour la population en échange de ce qu'ils faisaient. Donc, il fallait les prendre à quelqu'un d'autre. Donc des gens très riches, très influents, possédant ce qu'on appelle chez nous d'énormes actifs. C'étaient les Juifs. Les fascistes ont trouvé la solution. Oui, Nous allons maintenant déclarer notre État pour les Aryens. Donc, et nous dirons aux Juifs, partez et avant cela, nous allons nous arranger avec un ou plusieurs pays pour qu'ils prennent les Juifs, et qu'ils nous paient même pour cela. Le concept d'Adolf Hitler était de proposer à l'Europe, à l'Amérique ou à n'importe qui de prendre les Juifs. Et de payer pour cela. Et les Juifs partent, ils prennent des bijoux, des perles, mais ils laissent leurs usines, leurs fabriques et tout le reste. Et donc nous transmettons tout cela aux Allemands, et leur vie devient meilleure, n'est-ce pas? Magnifique. Ils ont essayé. Aucun pays en Europe n'a accepté. Ils sont allés en Amérique. Il y a eu un problème. Parce qu'à cette époque, le grand président que nous avions, Roosevelt, a dit « Nous en avons déjà plus qu'il n'en faut chez nous. Ils n'en ont absolument pas besoin, ils n'en ont rien à faire. » Alors, ils les ont envoyés balader. Même à ce sujet, il y avait quelque chose d'écrit dans le journal d'Eleanor Roosevelt, sa femme, qui ne les mettait pas vraiment en valeur tous les deux. Alors ils ont décidé « Bon, d'accord, très bien. » Donc l'Angleterre a reçu de la Société des Nations un mandat. Cela s'appelait le mandat pour l'organisation d'un État juif. Elle l'a reçu en 1923, parce qu'en 1922, Lord Balfour, qui était à l'époque le ministre des Affaires étrangères de l'Angleterre, a écrit un article disant que les Juifs, voilà, depuis 2000 ans, ils voyagent, ils sont la base de notre religion, ils sont la base de notre morale, ils sont la base de notre philosophie. Nous devons, en quelque sorte, les aider à retrouver leur État, comme on le dit aujourd'hui des Kurdes. Alors, pour le fait qu'ils ont passé 2000 ans là-bas, en 1923, il n'y avait pas encore de camp de concentration. Et en 1923, la Société des Nations, qui a ensuite été dissoute, a donné un mandat à l'Angleterre, à la Grande-Bretagne, pour organiser ce territoire. Et ce territoire incluait l'Israël d'aujourd'hui, la bande de Gaza d'aujourd'hui, la Cisjordanie d'aujourd'hui, une partie du Liban, une partie de la Syrie. Voilà, tout cela, y compris pour ainsi dire, et Jérusalem au centre, n'est-ce pas, toute cette portion qui reprenait exactement les contours des deux États juifs, c'est-à-dire la Judée et Israël. Donc il y avait deux pays autrefois avant l'Exode. Il y a eu un exode depuis l'un, puis un exode depuis l'autre, pour ainsi dire, et ainsi de suite, 2000 ans qu'ils errent. Que font les Anglais? Ils font tout pour empêcher cette affaire. Ensuite, Eichmann arrive d'ailleurs comme numéro 2. Il est ensuite devenu le principal responsable à Auschwitz, non? Eichmann, pour ainsi dire, et je ne me souviens plus qui était à la tête. Il était le chef adjoint. Il s'installe, je crois, à Tel Aviv, si je ne me trompe pas. Ils ouvrent une représentation en Allemagne et entament des négociations avec la Grande-Bretagne, déclarant avoir 1 million, un demi-million ou 2 millions de juifs. Là, encore une fois, j'avais les chiffres exacts en tête, mais maintenant, je n'arrive pas à m'en souvenir. Et donc, disons, transportons-les tous ici, là-bas. Chaque année, nous vous enverrons 300 à 400 000 personnes pour qu'elles s'installent et partent avec leur argent et leurs affaires. L'essentiel, c'est qu'ils partent. Et les Britanniques ont dit, eh bien, essayons. Laissons entrer 30 000 personnes. Ils ont laissé entrer 30 000 personnes. Tous les documents sont là. Les Britanniques ont tout organisé eux-mêmes. Ils ont engagé des Arabes, organisé des pogroms, puis affirmé que la population arabe était contre. Arrêtons pour l'instant. Ils ont suspendu, puis ils ont dit « Nous ne laisserons plus entrer du tout ». De plus, si l'on passe à la fin de la guerre, quand ils ont commencé à venir des camps par bateau, en barque et ainsi de suite. Les Juifs quittant Auschwitz pour Israël essuyaient les tirs des Anglais qui coulaient leurs bateaux ou les renvoyaient en mer pour les empêcher d'arriver. Bien qu'ils aient eu un mandat de la Société des Nations pour cela, voilà où je veux en venir. Après cela, Hitler a décidé qu'il allait, pour ainsi dire, tous les exterminer. Ah, si personne ne les prend ni n'en veut et qu'ils gênent, alors détruisons-les. Les Allemands ont donc choisi de les exterminer méthodiquement. J'espère que vous ne pensez pas que je les excuse, n'est-ce pas? Il y a eu assez de morts là-bas. Je pense à autre chose. Je pense que pendant que vous parliez, j'avais constamment en tête la question de savoir qui initie, qui provoque l'arrivée des Bangladais, des Indiens, d'autres nationalités en Ukraine. Afin d'exterminer aussi les Ukrainiens à ce moment-là, il faut la guerre parce que nous n'envoyons pas ces gens-là à la guerre. Notre maire dit, par exemple, qu'il faut leur construire des routes
améliorer l'infrastructure, les usines. Il faut travailler dans les usines. Nos autorités veulent qu'ils travaillent là-bas. Pourquoi et à qui cela sert-il d'exterminer les Ukrainiens pendant la guerre et de peupler notre pays avec ces gens-là? Pourquoi faut-il faire cela, vous comprenez? Je ne savais pas que c'était votre gouvernement qui faisait cela. Je sais que les Russes, ils faisaient venir là-bas des Nord-Coréens, des Chinois et toutes sortes d'autres personnes pour se battre. Oui, parce qu'il leur est plus facile d'embaucher là-bas un Nord-Coréen pour le fait qu'il largue là-bas je ne sais quel réacteur. D'ailleurs, autant que nous le sachions, l'une des promesses en échange de 10 000 Nord-Coréens était de livrer quelques alcooliques. Des moteurs nucléaires pour sous-marins en Corée du Nord. 2, nous les avons coulés, pour les autres, à ma connaissance, ils sont passés, mais eux n'ont pas réussi. Ah, donc, eh bien, je ne sais pas ce que fait la direction ukrainienne à ce sujet. Honnêtement, je ne vois pas de lien entre ce que je disais et votre question, et je ne peux pas vous répondre car je n'en sais rien. Pouvez-vous dire si, comme vous le supposez, l'Ukraine passera peut-être sous la direction de la Russie ou sous son influence, et si cela pourrait être une bonne ou une mauvaise chose? Donc ce n'est pas très effrayant, ce n'est pas bien, mais ce n'est pas aussi effrayant qu'on le craint, si j'ai bien compris ce que vous avez dit. Eh bien oui, à peu près, disons-le comme ça, ce qui s'est formé actuellement en Ukraine. Pour moi qui vis loin, oui, mais parfois quand on est loin, il est plus facile de comprendre la structure générale et parfois on ne comprend pas ce qui se passe. Oui, pour les affaires internes, jamais là-bas, ni en Israël, ni en Ukraine. Ce sont des pays que je suis un peu, mais je ne commande jamais. Donc ce qui nous semble d'ici, c'est que en Ukraine, un régime s'est déjà organisé, qui ressemble beaucoup à celui qui s'est mis en place en 2000 ou peut-être en 2003 en Russie. Là, j'y étais vraiment, j'ai simplement assisté au début, j'en ai déjà parlé. Disons que j'étais à Saint-Pétersbourg quand, disons, l'aube a commencé. Disons l'aube poutinienne, oui, même pas seulement poutinienne. Le KGB, la 5e direction, autrefois la 5e direction du 5e département, il y avait un certain Bobkov. C'est lui qui a eu, disons, l'idée de combiner le KGB avec les bandits, enfin, avec la mafia. Oui, il a inventé comment contrôler la mafia, comment les combiner, comment, disons, faire passer certaines choses par des moyens légaux, et ce qu'on ne peut pas faire légalement, le faire passer par des meurtres. Là-bas, il y a aussi des menaces et tout ce que la mafia peut faire, et s'emparer du pouvoir. Et la première expérience très réussie a eu lieu à Saint-Pétersbourg. Oui, pour ainsi dire, c'était précisément la fusion, à l'époque, de trois personnes physiquement. Oui, c'est Poutine, Sobchak et le chef du KGB de Leningrad. Je ne me souviens plus de son nom de famille, même si je l'ai rencontré. Ah, ils sont devenus propriétaires du port Lomonosov, et par ce port sont passées des tonnes et des dizaines de tonnes de drogue, qui allaient d'Afghanistan vers l'Europe, là-bas, etc. Et ainsi de suite. De Colombie, disons, arrivait déjà la cocaïne, qui était redistribuée là-bas, protégée par des vedettes et des troupes. Par des navires militaires, disons, russes, soviétiques, enfin, déjà russes, oui, qui étaient dans le district de Leningrad, et donc sous le maire. Et je me souviens même quand Interpol surveillait un navire qui transportait de la cocaïne, et il est entré justement dans ce port. Et ils ont signalé. Alors, à votre avis, qui les navires de patrouille du port de Leningrad ont-ils repoussé? Le navire avec la cocaïne ou le navire que l'Interpol surveillait? Lequel d'après vous? Ils ont, selon moi, accueilli le navire chargé de cocaïne qu'ils attendaient. Ils ont transbordé tout de suite. Et tout de suite, ils ont dit « Où ça? Nous n'avons pas vu de cocaïne. » Et quand les Européens ont dit « Nous voulons vérifier », ils ont répondu « Qu'est-ce que vous voulez prendre? Allez-vous-en d'ici » et ainsi de suite. Donc cette fusion a eu lieu à Saint-Pétersbourg, et ensuite cela a influencé le fait que ce sont les gens d'Eltsine, 3 personnes, qui décidaient qui serait le prochain président, pas le peuple ne décide jamais. Ces 3 personnes ont choisi Poutine et ont monté la guerre en Tchétchénie pour le hisser au sommet. Un homme déterminé qui se bat là-bas, et puis il y a aussi Sobchak, qui disons, un libéral, un combattant, disons, un favori, un héros, et ainsi de suite. Ils ont inventé une légende, l'ont diffusée et apparemment, il ne s'en est ensuite pris à aucune de ces personnes. Ni Youmasheva, ni sa fille, sa nièce, comment elle s'appelle, Diakova, et pas la fille d'Eltsine, Eltsinskaya. C'est-à-dire personne parmi ceux qui l'ont amené et couronné.
C'est-à-dire qu'ils ont tenu leur part de la promesse, il a tenu sa part de la promesse. Et donc, pour résumer, d'après toutes les informations que j'ai de loin, eh bien, en ce moment, en Ukraine, on organise exactement la même chose que ce qui avait été organisé pour Poutine après son déménagement de Saint-Pétersbourg à Moscou. Et quelles sont les perspectives de cette organisation du régime, selon vous? À quoi cela va-t-il mener le peuple et le pays? Se débarrasser d'un ennemi extérieur est beaucoup plus facile que de se débarrasser d'un ennemi intérieur. C'est-à-dire, soit tu le bats, soit tu l'arrêtes et tu trouves un accord sur quelque chose, soit tu t'enfermes derrière des murs et tu dis « ça, c'est à moi, ça, ce n'est pas à moi ». Et c'est comme si tu avais coupé une jambe à un ennemi extérieur, eh bien tu t'en es débarrassé, non. Mais il est impossible de se débarrasser de l'ennemi intérieur parce qu'il est toi-même. Le peuple, à part lors des moments d'émeutes sanglantes, ne peut jamais rien faire. Eh bien, peut-être simplement, disons, mais même ces émeutes sanglantes se produisent généralement parce qu'un des groupes d'en haut a financé ces émeutes sanglantes. Dire qu'ils ont financé laisse penser qu'ils ont donné de l'argent pour tuer. Ce n'est pas le cas, ils manipulent simplement. Donc à travers les médias, à travers toutes sortes d'autres moyens, ils répandent des rumeurs sur de prétendus meurtres sanglants attribués à un autre camp. Le peuple s'indigne, s'y rend et tue quelqu'un. Parfois cela fonctionne, parfois non. Si ça marche, une autre junte prend le pouvoir. Et d'après mes connaissances historiques, il n'y a jamais eu un seul cas où, après ce genre de choses, la vie du peuple soit devenue meilleure qu'avant. En général, c'est pire. C'est-à-dire, ils ressentent de l'euphorie, une impression de victoire. On leur offre des tonneaux de miel, comme au Streltsy. Enfin, par miel, j'entends du miel avec de l'alcool, n'est-ce pas ? On leur apporte donc de l'hydromel, ils se saoulent. Ils se font violer, ils violent d'autres personnes, ils tuent quelqu'un. Ensuite, quand ils se réveillent, il s'avère qu'il n'y a plus rien à manger. Il faut encore reconstruire et servir quelqu'un. Eh bien, parfait. Oui, et Soul s'est avéré ne plus être celui qu'on a tué hier, mais un autre quelqu'un d'important. Et la plupart de ceux qui aident habituellement, on essaie rapidement de s'en débarrasser, etc. Que va-t-il se passer concrètement en Ukraine ? Donc d'un côté, vos supérieurs espèrent que rien ne se passera, c'est-à-dire que la seule chose qu'ils craignent, c'est de faire un pas qui provoquerait une révolte sanglante, voilà, une émeute sanglante. Si après avoir sacrifié 1 million de personnes, nous cédons la moitié ou un tiers de l'Ukraine, une partie de la population pourrait s'indigner et commencer à tuer. Comment s'appelle-t-elle chez vous, la rue Bania ou Bronaya ? Vous avez bien une rue comme ça, non ? Voilà. Et maintenant, ils cherchent des opportunités, avec les Américains et d'autres, pour présenter la situation comme si elle aurait pu être pire, mais que j'ai sauvé le peuple par mon sacrifice, sinon vous seriez tous morts. Ils n'ont pas encore trouvé comment faire cela. Ah, en principe, ils veulent rester avec tout cet argent fou qu'ils ont gagné pendant cette guerre, et si possible rester au pouvoir, parce qu'ils comprennent que dès qu'ils perdront le pouvoir, ils perdront aussi l'argent, et peut-être même la vie. Donc ils n'ont pas encore trouvé comment faire cela, et les Américains non plus n'ont pas encore trouvé comment Quoi? Comment, eh bien, pas seulement assurer, mais convaincre, voilà, persuader, c'est ça. Si vous faites comme ça, alors, pour ainsi dire, ni vous ne périrez, ni votre argent ne sera perdu. Là-bas, une part de l'argent sera peut-être perdue, mais il vous en restera assez pour vivre environ 456 ans et demi. Parce que, eh bien, ce qu'ils ont volé aussi, je suppose, je n'ai pas compté dans leur poche, mais chez nous, beaucoup d'argent est parti d'ici, et il est évident qu'il n'a pas été dépensé pour des armes. Et pour tout le reste aussi, donc le problème maintenant, c'est que vous pouvez vaincre un ennemi extérieur, mais comment vaincre l'ennemi intérieur, c'est encore totalement incompréhensible. Vaincre un ennemi extérieur, s'il s'agit de la paix en Ukraine, la Chine peut-elle nous aider d'une manière ou d'une autre? Et la rencontre de Poutine avec les représentants chinois, avec Xi en particulier, nous avons entendu que Wang Yi a dit que la Chine pouvait aider de manière constructive dans le processus diplomatique. Croyez-vous que la Chine va nous aider à parvenir à la paix, à conclure un accord de paix? Ah non, je n'y crois pas, parce que pour l'instant, de mon point de vue, la Chine ne s'est pas encore décidée, et pourquoi la Chine en aurait-elle besoin? C'est-à-dire qu'au contraire, l'affaiblissement de la Russie profite à la Chine, parce que dans les relations entre la Russie et la Chine veut dominer.
Et le renforcement de la Russie signifierait, disons, un statut de partenaire plus ou moins égal. Pourquoi en aurait-il besoin alors que la Russie, la Chine est un partenaire inégal? La Russie a beaucoup besoin de la Chine dit « Donnez-nous votre pétrole et au revoir, au pire ils prendront celui de quelqu'un d'autre. Pas votre pétrole, mais celui de quelqu'un d'autre. » Oui, mais pour eux, il est plus avantageux de prendre le pétrole russe, même s'ils ont une alternative contrairement à la Russie. La Chine changera simplement de fournisseur, et voilà, il n'y a plus personne. Comme pour le pétrole iranien, les Iraniens affirment pouvoir vendre à tous, mais en réalité seule la Chine achète, car personne d'autre ne le fait. C'est pourquoi, je ne vois pas pourquoi la Chine voudrait que la Russie, disons, gagne. Et par gagner, j'entends que la guerre s'arrête, pas gagner au sens de victoire totale, gagner vraiment. Si elle continue, il y aura reconstruction et la Russie ira mieux, c'est bien cela? Voilà, la Chine ne veut pas la victoire de la Russie, mais elle ne veut pas non plus sa défaite. C'est-à-dire que par défaite, on entend la fin de la guerre dans tous les cas, parce que tout cessez-le-feu signifie soit l'instabilité en Russie. Si 700 000 personnes rentrent de cette guerre, elles n'auront rien à faire, comme les vétérans d'Afghanistan à leur retour. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Ou peut-être que vous ne vous en souvenez pas, mais moi, je m'en souviens. Non, je m'en souviens. J'ai entendu cette histoire, il me semblait que cette histoire concernait la Chine. Et là, il y a 200 000 soldats du front et 500 000 autres autour, ils reviennent tous. Mais il n'y a pas de travail pour eux. Il n'y a pas d'emploi. Qu'est-ce qu'ils font? Ils volent. Qu'est-ce qu'ils savent faire d'autre? Ils sont pleins de rancœur, ils ont vu la mort, leurs camarades sont morts, on leur a pris leur fiancé, on leur a pris leur vie, on leur a tout pris, alors ils vont reprendre ce qui leur appartient. D'autant plus qu'ils savent mieux que d'autres qu'une chose intérieure peut ressortir, vous voyez? Une partie d'entre eux ira dans la garde nationale, une autre partira en Afrique pour y rétablir l'ordre. L'ancien Wagner, maintenant, disons, s'appelle les troupes africaines, je crois. Le corps africain, oui, les troupes africaines en russe, voilà. Une certaine partie là-bas, 200 000, pas plus que ça. Et tous les autres alors, ils sont sortis dans la rue pour tuer. C'est pourquoi la Russie n'a pas de raison de mettre fin à la guerre, et la Chine non plus. Donc moi non, je n'y crois pas, je ne vois pas. La seule façon de mettre fin à cette guerre, c'est un accord par l'intermédiaire des Américains. Qu'il y ait une sorte de lagne, disons, de ce côté vous, de l'autre côté vous, nous, et que ce soit une trêve pour X années. Personne ne vous offrira, ni à vous ni à d'autres, quelque chose pour toute la vie ou pour 1000 ans. Je peux vous signer quelque chose pour 1000 ans d'avance, sachant que dans 10 ans, cela ne me concernera plus. Vous comprenez? Allez régler ça vous-même. Donc, tant que je ne vois pas, tant que la direction de l'Ukraine n'a pas la volonté de mettre fin à la guerre et préfère, disons, céder un territoire pour quelque chose, honnêtement, je ne vois pas la fin de la guerre. Et même, par exemple, lorsque les élections au Congrès, dont nous avons parlé au début, auront lieu, cela ne nous aidera pas non plus à arrêter la guerre. Trump a d'autres priorités que nous et cela ne nous affectera pas. Regardez, les élections vont élire le Congrès, imaginons qu'il soit démocrate. Et alors, la politique étrangère de l'Amérique est entre les mains de Trump, entre les mains du président, pas du Congrès. Mais le portefeuille est entre les mains du Congrès. Tout ce que le Congrès peut faire, c'est donner de l'argent à Trump pour quelque chose ou ne pas en donner. Mais ce n'est pas le Congrès qui décide de la politique. C'est pourquoi nous ne devons compter que sur nous-mêmes. Le peuple ne doit pas compter sur le pouvoir, mais simplement sur lui-même. Ce que nous pourrons faire, la façon dont nous pourrons faire entendre nos souhaits à notre gouvernement, c'est ainsi que les choses se passeront. Je pense que c'est la seule chose possible. Encore une fois, c'est facile de donner des conseils de loin. Vous savez, quand on donne des conseils à distance, n'est-ce pas? La seule chose à faire, c'est d'exiger de nouvelles élections et d'élire quelqu'un qui résoudra ce problème, au lieu de le faire traîner. Oui, mais exiger de nouvelles élections, c'est impossible a priori en ce moment. Mais si on suit la loi, si on suit la légalité, c'est impossible parce qu'il y a la guerre. Quand il y a la guerre, il ne peut pas y avoir d'élection. Il ne peut pas y avoir de concert non plus. Mais il y en a eu un. Rien de grave ne s'est passé. Les gens sont venus au concert de Boombox. Mais aller dire quelque chose contre le TCK, contre le président ou contre un quelconque vol, ça, on ne peut pas le faire parce qu'il y a la guerre. Oui, c'est ça. Regardez, la guerre dure déjà depuis 64 ans. C'est bien ça? 79 ans, 14. La guerre continue, non? Elle ne finit pas, donc pas d'élection, c'est ça. Alors, à qui profite le fait que la guerre continue? Nous allons y réfléchir ensemble.
La guerre nous profite, enfin à tout le monde, mais sûrement pas au peuple, le peuple ne veut pas ça. Donc, Avec Similarity, oui. Donc dès qu'il y a de nouvelles élections, il est tout à fait possible que commencent notamment des procès et toutes sortes d'autres ennuis qui suivent de les procès. Des fuites, des accusations, Interpol et tout ce genre de choses. Je ne parle pas seulement de Zelensky en particulier, mais de tout ce groupe-là de Mindich à Schmiditz. Schmiditch. D'ailleurs, je doute que la composition actuelle de son administration soit meilleure que la précédente. En rien. Oui, ou que ce sera mieux que celui-ci. Vous n'en êtes pas sûr non plus? oui. Voilà, c'est pourquoi la seule chose que les Ukrainiens peuvent faire, c'est d'exiger ces nouvelles élections. Point final. Et honnêtement, je ne vois rien d'autre. Quoi d'autre? Merci beaucoup pour cette conversation. Je pense que cela a été utile à nos spectateurs. Merci à vous. Abonnez-vous à nos chaînes, mettez des likes, laissez des commentaires. Merci de nous avoir rejoints. Au revoir.